Chapitre 1, la façade parfaite. Reed Thornfield se tenait dans son bureau lambrissé d'acajou, surplombant les gratte-ciel de Seattle à travers des baies vitrées. À 42 ans, il imposait le respect dans le monde du conseil en technologie, non pas grâce à une fortune héritée ou à des politiques d'entreprise, mais par son génie et un code inébranlable. La loyauté était primordiale. La trahison était impardonnable. Son téléphone vibra, un SMS de sa femme, Brooke, qui travaillait encore tard. Ne m'attends pas, le même message qu'il avait reçu 3 fois cette semaine. Les yeux gris acier de Reed se plissèrent en examinant l'horodatage. 18h47. Pourtant, par la fenêtre de son bureau, il pouvait voir la Mercedes argentée de Brooke entrer dans le parking de l'hôtel Fairmont, en centre-ville. Reed avait bâti sa vie sur la précision et le contrôle. 15 ans plus tôt, il avait rencontré Brooke Lancaster lors d'un gala de charité. Elle avait 25 ans, blonde, magnifique, issue d'une famille aisée de Seattle, mais étonnamment terre à accent grave-terre, du moins c'est ce qu'il avait pensé. Il s'était marié moins d'un an plus tard, et elle lui avait donné 2 enfants, Megan, aujourd'hui âgée de 14 ans, et Cameron, 12 ans. Mais Brooke n'avait jamais vraiment compris l'homme qu'elle avait épousé. Reed n'avait pas seulement réussi. Il était dangereux, d'une manière que la bonne société ne pouvait concevoir. Son enfance en famille d'accueil lui avait appris que la confiance se mérite et que la trahison entraîne des conséquences à la mesure du crime. En voyant la voiture de sa femme disparaître dans le garage de l'hôtel, Reed sentit un frisson le saisir. Pas un chagrin d'amour, Reed Thornfield ne s'était pas brisé. C'était quelque chose de bien plus calculateur. Il sortit son ordinateur portable et commença à taper, ses doigts se déplaçant avec une précision chirurgicale sur le clavier. En 30 minutes, il eut accès au relevé téléphonique de Brooke, à ses relevés de carte de crédit et même à sa sauvegarde iCloud. La technologie était son arme, et il la maniait comme un scalpel. Ce qu'il découvrit lui fit serrer les mâchoires. 6 mois de reçus d'hôtel. Des SMS effacés adressés à un certain Tyler Garrison. Des réservations de restaurants pour 2 dans des endroits où Reed n'était jamais allé. Mais le plus accablant, c'est qu'une série de vidéos sur son téléphone, qu'elle croyait définitivement supprimées, se sont automatiquement sauvegardées sur le cloud. Reed s'est adossé à son fauteuil en cuir. Un prédateur qui vient de flairer une proie. Il ne ressentait aucune colère. Sa colère était confuse, impulsive. Ce qu'il ressentait était bien plus dangereux. La satisfaction froide d'un homme sur le point de fomenter la chute parfaite. Chapitre 2. Le profil du chasseur. Tyler Garrison était exactement ce que Reed avait imaginé. 34 ans. Charmant, ce charme éprouvé des hommes qui ont fait carrière en séduisant des femmes mariées et qui est actuellement l'entraîneur personnel de Brooke dans un club de fitness exclusif. Mais l'enquête de Reed a révélé des couches sous-jacentes que même Brooke ignorait. Tyler n'était pas qu'un entraîneur. C'était un prédateur avec un schéma. Reed a découvert qu'il avait eu des liaisons avec au moins 4 autres femmes mariées fortunées au cours des 3 dernières années. Chaque relation avait suivi le même cheminement, charme, séduction, manipulation émotionnelle, puis extraction financière. Tyler avait le don de convaincre les femmes seules de lui prêter de l'argent pour diverses histoires de soba. Mais Reed découvrit autre chose dans le passé de Tyler qui le fit sourire froidement. L'ex-femme de Tyler, Amanda, avait divorcé 2 ans plus tôt après avoir découvert ses infidélités en série. Elle avait été ruinée financièrement, perdant tout à cause des frais d'avocat et des manipulations de Tyler. Elle travaillait désormais comme serveuse à Tacoma, amère et brisée. Reed avait donné rendez-vous à Amanda dans un café près de son lieu de travail. Elle était petite, l'air fatigué, avec des yeux hantés qui avaient probablement brillé autrefois. Lorsque Reed se présenta et expliqua la raison de sa présence, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur dangereuse. « Il a détruit ma vie », murmura Amanda en serrant si fort sa tasse de café que ses jointures en blanchirent. « Il m'a convaincu qu'il m'aimait, m'a poussé à contracter des prêts, à liquider mon héritage, et même à hypothéquer la maison de ma grand-mère. Puis je l'ai surpris avec ma propre sœur. » Reed se pencha en avant. « Et si je te disais qu'il y avait un moyen de le faire payer ? Pas seulement Tyler, mais tous ceux qui l'ont soutenu. » Le sourire d'Amanda était si vif qu'il était cinglant. « Que voulez-vous que je fasse ? » Pendant ce temps, l'enquête de Reed sur sa propre femme révélait des vérités dérangeantes. Brooke ne s'était pas contentée de s'égarer physiquement. Elle avait détourné des fonds de leur fondation caritative commune, celle que Reed avait créée pour aider les enfants placés en famille d'accueil. De petites sommes d'abord, puis des sommes plus importantes,
toutes versées à Tyler, via diverses transactions fictives. Mais Reed a découvert autre chose qui l'a glacé le sang. Dans les vidéos supprimées de Brooke, celle qu'elle croyait disparue à jamais, elle ne se contentait pas de documenter sa liaison. Elle planifiait activement la destruction de Reed, discutant de la manière de le piéger pour des crimes financiers, d'utiliser leurs enfants comme armes lors d'un divorce, de la manière de lui prendre tout ce qu'il avait construit et de le laisser sans rien. Dans une vidéo particulièrement accablante enregistrée la semaine dernière, Brooke riait en disant à Tyler, « Reed se croit très intelligent, mais ce n'est qu'un autre riche idiot qui croit que la loyauté a un sens. Quand j'aurai fini, il aura de la chance s'il obtient une visite surveillée avec les enfants. » Reed a sauvegardé chaque fichier, chaque vidéo, chaque preuve. Mais il ne les utiliserait pas encore. Non, il avait quelque chose de bien plus élégant en tête. Chapitre 3, la toile commence. Le premier geste de Reed fut subtil. Il commença à raconter à Brooke exactement ce qu'elle voulait entendre. Il joua parfaitement le rôle du mari inconscient, allant même jusqu'à suggérer qu'ils renouvellent leurs vœux de mariage pour leur 15e anniversaire de mariage. « C'est une excellente idée, » dit Brooke, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Nous devrions inviter toutes les personnes importantes pour nous. » « Absolument, » acquiesça Reed. « Je m'occupe de tout. Je veux que ce soit parfait. » Ce que Brooke ignorait, c'est que Reed orchestrait déjà la liste des invités comme un maître d'échecs positionnant ses pièces. Il invita l'ex-femme de Tyler, Amanda, la présentant comme une nouvelle associée. Il invita plusieurs des anciennes victimes de Tyler, des femmes que Reed avait retrouvées et contactées discrètement. Il avait même invité la sœur de Brooke, qui avait sa propre histoire compliquée avec Tyler. Reed s'était aussi mis à tout documenter. Caméra cachée dans la maison, enregistreur dans la voiture de Brooke, analyse financière à faire pleurer de joie un procureur fédéral. Mais son coup de maître était psychologique. Il avait commencé à laisser de petits signes qu'il connaissait peut-être, juste assez pour rendre Brooke paranoïaque, mais pas assez pour confirmer ses soupçons. Un ticket de restaurant pour un endroit où ils n'étaient jamais allés ensemble, laissé négligemment sur son bureau. Un commentaire sur Tyler, qui lui semblait familier lorsque Brooke mentionnait son entraîneur. Des fleurs livrées à la maison sans carte, ce qui faisait se demander à Brooke si Tyler n'était pas imprudent. La paranoïa la rongeait. Reed le voyait à sa façon de consulter son téléphone de manière obsessionnelle. À sa façon de sursauter lorsqu'il entrait dans une pièce à l'improviste. Bien. La peur était un outil précieux. Pendant ce temps, Reed construisait des alliances. Il avait contacté le docteur Lisa Chin, la thérapeute familiale que Brooke leur avait suggéré de consulter pour des problèmes de communication. Le docteur Chin était professionnel, éthique, mais elle avait aussi traversé un divorce difficile. Lorsque Reed lui présenta des preuves soigneusement sélectionnées montrant que Brooks projetait d'utiliser les enfants comme des armes, le professionnalisme du docteur Chin se brisa. C'est une guerre psychologique contre les enfants, dit le docteur Chin en visionnant les vidéos où Brooke expliquait comment elle avait monté Meghan et Cameron contre leur père. Je ne peux pas participer à une thérapie qui est utilisée comme une arme. Je ne vous le demande pas, répondit Reed. Je vous demande de documenter ce que vous observez de manière professionnelle et objective. Les enfants de Reed avaient toujours été son point faible, mais il commençait à déceler des failles dans leur loyauté qui l'inquiétaient. Meghan, 14 ans et aussi vive que son père, avait commencé à poser des questions pointues sur les raisons pour lesquelles sa mère travaillait toujours tard. Cameron, plus jeune et plus confiant, continuait de croire aux explications de sa mère. Mais Reed voyait la confusion dans le regard de son fils. L'examen arriva plus tôt que prévu. Reed lui tendit un piège. Il a dit à Brooke qu'il devait se rendre à San Francisco pendant 3 jours pour une urgence client. Au lieu de cela, il a pris une chambre dans un hôtel de l'autre côté de la ville et a attendu. En quelques heures, Brooke avait invité Tyler à la maison. Les caméras cachées de Reed ont tout filmé. Tyler se prélassant dans le fauteuil de Reed, portant les vêtements de Reed, dînant à sa table avec ses enfants. Mais les images les plus accablantes sont arrivées lorsque Meghan a confronté sa mère. « Maman, pourquoi est-il encore là ? Papa a dit qu'il devait voyager pour le travail, pas déménager. » La réponse de Brooke a été filmée en haute définition parfaite. Parfois, les adultes ont des relations compliquées. Chérie, tu comprendras plus tard. Et Meghan, gardons ça entre nous, les filles, d'accord ? Papa pourrait ne pas comprendre. Reed observait le visage de sa fille de 14 ans tandis qu'elle digeait sa mère lui demandant de mentir à son père.
La trahison dans le regard de Meghan était totale. Pas seulement envers Reed, mais envers tout ce qu'elle croyait de sa famille. Ce soir-là, Meghan appela l'hôtel de Reed. « Papa, je sais que tu n'es pas vraiment à San Francisco, et je sais ce que maman fait. » Reed ferma les yeux. Sa fille venait de choisir son camp, et cela brisa quelque chose en lui qu'il croyait indestructible. « Que veux-tu faire, ma puce ? » « Je veux qu'il paie, » dit Meghan d'une voix froide qui rappela à Reed lui-même. Tous les deux. Chapitre 4. Le gambit de la fille. Meghan Thornfield était la fille de son père dans tous les domaines importants. À 14 ans, elle possédait une intelligence vive qui déstabilisait les adultes et un code moral aussi rigide que celui de Reed. Lorsqu'elle découvrit la trahison de sa mère, elle ne se sentit pas seulement blessée. Elle ressentit de la rage. « J'observe maman depuis des semaines, » dit Meghan à Reed lors d'une réunion clandestine à son bureau. « Elle pense que je suis juste un enfant stupide, mais je vois tout. Tyler est déjà passé par là avant ton départ pour San Francisco. Et papa, il y a autre chose. » Reed haussa un sourcil, impressionné malgré les circonstances. « Quoi d'autre ? » Maman enregistre des vidéos sur son téléphone, comme des confessions. Elle les supprime tout de suite après, mais je sais qu'elles vont d'abord dans le cloud parce que tu as configuré la sauvegarde automatique sur tous nos appareils. Le sourire de Meghan était cinglant. Elle ne sait pas que j'ai le mot de passe de son compte iCloud. Reed ressentit une vague de fierté paternelle mêlée d'inquiétude. Sa fille devenait lui. Brillante, calculatrice et absolument impitoyable quand on la contrarie. Meghan, que proposes-tu exactement ? Je propose qu'on télécharge tout avant qu'elle ne trouve comment tout supprimer définitivement. Et je propose qu'on utilise Cameron. Ton frère. Comment ? L'expression de Meghan se durcit. Cameron a toujours une confiance totale en maman. Il ferait tout ce qu'elle lui demanderait, y compris apporter son téléphone au tribunal si elle lui disait que c'était important pour aider papa, mais je ne saurais pas ce qu'il y avait vraiment dessus. Reed observa attentivement sa fille. Elle proposait d'utiliser son frère de 12 ans comme une arme involontaire contre leur mère. C'était brillant, froid, et exactement le genre de raisonnement qui lui servirait dans la vie ou la détruirait complètement. C'est un jeu dangereux, Meghan. Es-tu sûre de vouloir y jouer ? Elle en a fait un jeu en le choisissant plutôt que nous. Meghan répondit, je joue juste pour gagner. Reed prit sa décision. Montre-moi ces vidéos. Ce que Meghan révéla rendait les précédentes découvertes de Reed insignifiantes. Brooke n'avait pas seulement planifié la chute de Reed. Elle avait documenté sa stratégie comme un général planifiant une guerre. Des vidéos d'elle en train de coacher Tyler sur ce qu'il devait dire en cas de questionnement. Des vidéos d'elle s'entraînant à témoigner pour leur inévitable procédure de divorce. Des vidéos d'elle riant en décrivant comment elle avait monté les enfants contre Reed en prétendant qu'il avait été psychologiquement violent. Mais la vidéo la plus accablante était récente, enregistrée il y a seulement 3 jours. Dans celle-ci, Brooke était assise dans sa voiture devant l'école de Cameron, s'adressant directement à la caméra avec un calcul effrayant. Tyler pense que ce n'est qu'une question d'argent, mais il a tort. C'est une question de destruction totale. Reed Thornfield se croit intouchable. Il pense que sa précieuse réputation et son argent le protègent. Mais quand j'en aurai fini, il n'aura plus rien. Pas d'entreprise, pas d'enfants, pas d'héritage. Et le plus beau, c'est qu'il se fera tout seul, en essayant de me combattre. Reed observa le visage de sa femme à l'écran, notant l'absence de toute émotion réelle, si ce n'est une satisfaction malicieuse. Ce n'était pas une femme qui avait cessé d'aimer ou qui avait commis une erreur. C'était un prédateur qui portait un masque depuis 15 ans. Papa. La voix de Meghan était faible. Soudain, l'adolescent de 14 ans perça l'apparence calculatrice. Maman nous a-t-elle jamais aimés ? Vraiment ? Reed serra sa fille contre lui, la sentant trembler légèrement. Je ne sais pas, ma chérie, mais je sais que nous nous aimons, et cela va devoir suffire. Chapitre 5. La tempête parfaite. Le plan de Reed est entré dans sa phase suivante avec la précision d'une opération militaire. Il a commencé à fournir des informations à Tyler par l'intermédiaire d'Amanda, son ex-femme, qui travaillait désormais secrètement avec Reed. Ces informations étaient soigneusement élaborées pour faire croire à Tyler qu'il faisait l'objet d'une enquête du fisc pour fraude fiscale, ce qui aurait fait paniquer n'importe quel homme dans sa position. La réaction de Tyler fut exactement celle que Reed avait prédite.
Au lieu de prendre ses distances avec Brooke, il accéléra leur échéancier. En moins d'une semaine, Tyler la poussait à demander le divorce immédiatement et à liquider ses biens avant que Reed ne puisse les cacher. Ce que Tyler ignorait, c'est que Reed enregistrait chaque conversation, documentait chaque transaction financière et montait un dossier qui les détruirait tous les deux, juridiquement et financièrement. Mais Reed voulait plus qu'une victoire juridique. Il voulait la destruction totale. Le déclic est survenu lorsque Cameron, innocent et confiant, a mentionné que Tyler, l'ami de sa mère, lui avait appris à jouer aux jeux vidéo. Le sang de Reed s'est glacé lorsqu'il a réalisé que Tyler cultivait une relation avec son fils. Non pas par affection sincère, mais dans le cadre de la stratégie à long terme visant à remplacer Reed. Cette nuit-là, Reed prit une décision qui le hantera à jamais. Il installa un logiciel de surveillance sur la tablette et le téléphone de Cameron, non pas pour espionner son fils, mais pour documenter tout contact inapproprié de Tyler. Ce qu'il découvrit fut pire qu'il ne l'avait imaginé. Tyler ne se contentait pas de jouer avec Cameron. Il avait subtilement miné la relation de Reed avec son fils. Des remarques désinvoltes sur la façon dont les vrais hommes gèrent les problèmes. Des suggestions selon lesquelles Reed était probablement stressé par le travail lorsque Cameron se plaignait de la distance apparente de son père. Le plus troublant, c'est que Tyler avait offert à Cameron un nouveau téléphone uniquement pour des jeux dont Brooke ignorait l'existence. Reed scruta l'activité du téléphone et trouva des SMS qui lui firent trembler les mains de rage. Tyler ne manipulait pas Cameron sexuellement, mais émotionnellement, se positionnant comme le père cool tout en érodant systématiquement la confiance de Cameron en Reed. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut lorsque Reed découvrit que Tyler avait convaincu Cameron de mentir sur l'endroit où il était allé un après-midi. Cameron avait dit à Reed qu'il était à l'entraînement de foot, mais il était en fait chez Tyler, jouant à des jeux vidéo et mangeant de la pizza, tandis que Tyler l'interrogeait subtilement sur les affaires et le quotidien de Reed. Reed comprit que Tyler ne volait pas seulement sa femme, mais aussi son fils, et c'était impardonnable. Ce soir-là, Reed convoqua une réunion de famille. Il s'assit en face de Brooke et Cameron dans leur salon, Megan à ses côtés, et parla avec la précision calme d'un homme qui prononce une sentence. « Je sais pour Tyler », dit-il simplement. Le visage de Brooke devint blanc, puis rouge. « Je ne sais pas de quoi tu parles. 6 mois de reçu d'hôtel, l'argent des œuvres caritatives que tu as volées, les vidéos que tu crois avoir supprimées », la voix de Reed ne vacilla pas, et surtout, je sais pour le téléphone secret de Cameron. Cameron semblait confus et effrayé. « Papa, je ne sais pas. »« Ce n'est rien, fiston. Tu ne savais pas que tu étais manipulé. » Les yeux de Reed ne quittèrent pas Brooke des yeux. « Mais ta mère, si. »« Reed, écoute-moi, » commença Brooke. « Non. » Ce simple mot fendit l'air comme une lame. « Écoute-moi. Tu as 48 heures pour mettre fin à tout ça. Coupe tout contact avec Tyler, rends l'argent volé, et on pourra peut-être régler ça en famille. » Le masque de Brooke finit par tomber complètement. « Tu crois pouvoir me menacer? Tu crois pouvoir me contrôler comme si c'était l'une de tes affaires? Je prépare ça depuis des mois, Reed. Tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. » Reed sourit, et c'était l'expression la plus terrifiante que sa famille ait jamais vue. « En fait, Brooke, je sais exactement ce qui va arriver. La question est de savoir si tu es assez intelligente pour changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. » Il se leva, rajusta sa veste et baissa les yeux vers la femme qu'il aimait depuis 15 ans. 48 heures. Brooke a choisi la guerre. Chapitre 6. Le point de non-retour. Réponse de Brooke à l'ultimatum de Reed fut rapide et brutale. En moins de 24 heures, elle avait demandé le divorce, obtenu une ordonnance restrictive temporaire alléguant que Reed l'avait menacé et installé Tyler dans la maison familiale. Mais sa plus grande erreur fut de sous-estimer à la fois l'influence de Reed et la loyauté de sa fille. Reed avait anticipé chaque geste. Lorsque le shérif lui signifia l'ordonnance restrictive à son bureau, Reed remit simplement à l'adjoint un dossier contenant des preuves documentées de la liaison de Brooke, du vol dans leur fondation caritative et des habitudes de Tyler à cibler les femmes mariées. Il fournit également un enregistrement de Brooke menaçant explicitement de le détruire, enregistré quelques heures seulement après leur réunion de famille. « Je suis marié à un procureur depuis 15 ans, dit Reed à l'adjoint, perplexe. Je sais à quoi ressemblent les vraies menaces et je sais à quoi ressemblent les preuves fabriquées. Madame Thornfield est sur le point de comprendre la différence. » Pendant ce temps, Megan exécutait sa part du plan avec une précision chirurgicale. Reprenant les propres mots de sa mère contre elle,
elle confronta Brooke au sujet de la vie de Tyler chez eux. Maman, tu as dit qu'on ne devait pas cacher quelque chose à papa, mais garder Tyler ici n'est-il pas aussi un secret pour le juge? Enfin, si vous êtes juste amis comme tu l'as dit au tribunal, pourquoi dort-il dans ta chambre? La réponse de Brooke a été filmée par les caméras cachées que Reed avait installées des mois plus tôt. Megan, tu dois comprendre que les relations entre adultes sont compliquées. Parfois, il faut déformer la vérité pour se protéger. Déformer la vérité ou mentir. Insista Megan, sa voix ayant un ton qui rappela Reed à Brooke, gêné. Parfois, il n'y a aucune différence. Brooke craqua, puis sembla réaliser ce qu'elle avait avoué. Ne répète surtout pas cette conversation à personne, d'accord? Mais le coup de maître de Reed fut d'utiliser la psychologie de Tyler contre lui. Par l'intermédiaire d'Amanda, Reed révéla que Brooke enregistrait secrètement Tyler pendant leurs moments intimes, ce qui était vrai. Bien que Tyler ignorât qu'il avait accès à ces enregistrements, la paranoïa que cela suscita poussa Tyler à faire exactement ce que Reed voulait. Il confronta Brooke avec agressivité, exigeant qu'elle prouve sa loyauté en coupant immédiatement tout lien avec Reed. L'ultimatum de Tyler, demandant à Brooke de choisir entre lui et toute relation continue avec Reed, a été filmé par plusieurs caméras et appareils d'enregistrement. Lorsque Tyler a saisi le téléphone de Brooke et a commencé à supprimer des fichiers, il détruisait sans le savoir des preuves qui auraient pu étayer sa cause, tout en étant filmé en train de falsifier des preuves. Mais Reed a gardé son coup le plus dévastateur pour la fin. Il a fait en sorte que Cameron découvre par hasard la relation secrète de Tyler avec son ex-femme, Amanda. Reed a orchestré un scénario où Cameron a vu Amanda quitter l'appartement de Tyler tôt un matin, ce qui a amené le garçon de 12 ans, confus, à poser des questions innocentes qui ont révélé que Tyler avait menti sur son passé. « Maman », a dit Cameron au dîner ce soir-là, d'une voix faible et confuse. Tyler a dit qu'il n'avait jamais été marié, mais j'ai vu une femme sortir de son appartement qu'il appelait « chérie », et elle avait des photos de lui sur son téléphone prises à un mariage. La réponse de Tyler a été explosive. Au lieu d'expliquer ou de dévier la question, il s'est emporté lorsqu'il a été interrogé par un mon enfant. Ça ne te regarde pas, mon enfant. Tu devrais peut-être t'occuper de tes affaires au lieu d'espionner les adultes. Le visage de Cameron se décomposa et, pour la première fois, il vit Tyler non pas comme l'adulte cool qui jouait aux jeux vidéo avec lui, mais comme un inconnu hostile qui lui criait dessus pour avoir posé une question innocente. La défense de Tyler par Brooke, malgré la douleur de son fils, fut le moment où Cameron comprit enfin ce que sa sœur essayait de lui dire. Sa mère avait choisi cet inconnu plutôt que ses propres enfants. Cette nuit-là, Cameron grimpa dans le lit de Megan en pleurant. « Je veux que papa rentre à la maison », murmura-t-il. « Je veux que Tyler s'en aille. » Megan prit son petit frère dans ses bras et prit une décision qui allait définir l'avenir de leur famille. « Papa va arranger ça », promit-elle. « Mais Cameron, quand tout ça sera fini, on n'aura peut-être plus de mère. Ça te va? » Cameron resta silencieux un long moment avant de répondre. « Si elle ne veut pas être notre mère, alors elle n'est pas vraiment notre mère de toute façon, n'est-ce pas? » Le lendemain matin, Megan envoya un SMS à son père. Un message de 3 mots seulement. « Nous sommes prêts, papa. » Reed lut le message et sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. Ses enfants avaient fait leur choix. Il était temps de mettre fin à cette guerre définitivement. Chapitre 7. Le piège jaillit. L'audience pour la garde des enfants était prévue pour un jeudi matin de début octobre. Reed arriva au tribunal vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement coupé, une simple mallette à la main et l'air d'un homme qui avait déjà gagné. De l'autre côté de la salle d'audience, Brooke était assise avec son avocate, Patricia Wells, une avocate spécialisée en droit de la famille et coûteuse, spécialisée dans les divorces à haut revenu. Tyler n'était pas là. L'enquête de Reed avait révélé que Tyler faisait l'objet de mandats d'arrêt non exécutés en Californie pour violation d'une ordonnance restrictive antérieure. Une information anonyme à la police de Seattle avait entraîné l'arrestation de Tyler 2 jours plus tôt, laissant Brooke seul à l'audience. « Votre honneur », commença Patricia Wells. « Ma cliente a été victime de violences psychologiques et financières. Monsieur Thornfield a utilisé ses ressources considérables pour traquer et harceler Madame Thornfield, allant jusqu'à faire arrêter son petit ami à tort. Juge. Margaret Foster, une femme d'une 60aine d'années austère, témoin de toutes les destructions familiales imaginables, écoutait impassiblement. Madame Wells, j'ai examiné les preuves préliminaires présentées par les deux parties.
Avant de passer au témoignage, êtes-vous certaine que votre cliente souhaite poursuivre son récit actuel? L'avocat de Reed, David Park, s'est levé. Votre honneur, nous disposons de preuves substantielles que Madame Thornfield a participé à une campagne coordonnée visant à frauder le tribunal, à voler leur fondation caritative commune et à manipuler psychologiquement leurs enfants. C'est absurde. Patricia Wells a commencé. Il ne s'est jamais soucié des enfants. Brooke a craché, son sang-froid finissant par craquer sous la pression. C'est un monstre froid et calculateur qui considère ses propres enfants comme des possessions. Son avocat a tenté de la faire taire, mais Brooke était déraisonnable. Un cas flagrant de négligence. Votre honneur. La juge Foster a levé la main pour demander le silence, mais avant qu'elle puisse parler, la porte de la salle d'audience s'est ouverte. Cameron est entré, tenant le vieux téléphone de sa mère, celui qu'elle lui avait offert des mois plus tôt lors de son changement de téléphone. Celui qui. La sauvegarde automatique dans le cloud était toujours activée. Papa, dit Cameron, sa voix jeune et claire dans le silence de la salle d'audience. Puis-je visionner les vidéos supprimées de la mère? Le juge le fixa du regard. L'avocat de Brooke balbutia, comprenant soudain qu'ils étaient tombés dans un piège qui se tramait depuis des mois. Reed regarda son fils avec un mélange de fierté et de chagrin. Cameron ne comprenait pas vraiment ce qu'il s'apprêtait à déclencher, mais il avait une confiance absolue en son père. Vas-y, fiston. Cameron, avec la compétence technique que tous les enfants semblaient posséder, connecta le téléphone au système audiovisuel de la salle d'audience. L'écran s'alluma et soudain la voix de Brooke emplit la pièce. Tyler pense que ce n'est qu'une question d'argent, mais il a tort. C'est une question de destruction totale. Reed Thornfield se croit intouchable. Il pense que sa précieuse réputation et son argent le protègent. Mais quand j'en aurai fini, il n'aura plus rien. Plus d'entreprises, plus d'enfants, plus d'héritage. Une larme coula sur la joue du juge tandis que la vidéo commençait à être diffusée en intégralité. Chapitre 8. Le jugement. La salle d'audience était totalement silencieuse, à l'exception de la voix enregistrée de Brooke détaillant ses plans pour détruire Reed et manipuler leurs enfants. Le juge Foster regardait avec une horreur croissante les vidéos se succédant, montrant Brooke enseignant à Tyler comment mentir aux autorités, riant du vol à la fondation caritative et, plus grave encore, décrivant ses enfants comme des armes contre leur père. Éteignez, murmura Patricia Wells à son client. Mais Brooke semblait figée, regardant sa propre destruction se dérouler à l'écran. La dernière vidéo était la plus bouleversante. On y voyait Brooke, assise dans sa voiture, à l'extérieur d'une séance de thérapie familiale, s'adressant directement à la caméra avec une honnêteté glaçante. Le docteur Chin pense nous aider à mieux communiquer, mais en réalité, elle me donne des arguments. Reed admet chaque faiblesse, chaque moment de vulnérabilité que je catalogue pour la procédure de divorce. La belle ironie, c'est qu'il pense que suivre une thérapie montre qu'il essaie de sauver notre mariage. Il n'a aucune idée qu'il m'aide à le détruire. Lorsque les vidéos se sont enfin terminées, le silence s'est prolongé. Pendant près d'une minute. La juge Foster a retiré ses lunettes et s'est frotté les tempes. Madame Thornfield, a-t-elle finalement dit. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une trahison aussi calculée envers la famille, la confiance et le système judiciaire lui-même. Reed a observé le visage de sa femme tandis qu'elle prenait enfin conscience de la réalité de sa situation. Elle avait été complètement déjouée, non pas par des subtilités juridiques ou des pressions financières, mais par sa propre arrogance et sa cruauté. Votre honneur, ont déclaré les avocats de Brooks avec désespoir, nous demandons l'exclusion de ces preuves au motif qu'elles ont été obtenues illégalement. Le juge Foster, conseiller, interrompit, ces vidéos ont été enregistrées par Madame Thornfield elle-même sur des appareils qu'elle a fournis à ses enfants avec des services de sauvegarde cloud qu'elle a autorisés. Il n'y a rien d'illégal à ce qu'un enfant accède à son propre appareil. Reed se leva lentement. Votre honneur, j'aimerais présenter des preuves supplémentaires. S'ensuivirent 2 heures de destruction systématique. Des dossiers financiers montrant le vol de Brooke à leur fondation caritative. Des dossiers médicaux montrant qu'elle avait secrètement drogué Reed avec des anxiolytiques pour le faire paraître instable en public. Des enregistrements de Tyler manipulant Cameron et tentant de le monter contre son père. Mais le dernier élément de preuve de Reed était personnel et dévastateur. Votre honneur, je présente un enregistrement de Madame Thornfield parlant avec sa sœur, réalisé la semaine dernière. Le visage de Brooke devint blanc.
Elle savait exactement de quelle conversation Reed parlait. L'enregistrement était d'une clarté cristalline. La voix de Brooke parlant à sa sœur Lisa. Les enfants s'en remettront. Les enfants sont résilients. Et honnêtement, Reed a été un père si distant de toute façon. Cameron le connaît à peine. Et celui de Megan. Elle traverse juste une période où elle se prend pour la petite fille à son papa. Donnez-lui 6 mois avec Tyler et ils oublieront l'existence de Reed. Cameron, assis dans la galerie à côté de sa sœur, émit un petit cri de douleur. Megan tendit la main et lui prit la sienne, son visage exprimant une rage qui ressemblait exactement à celle de son père. Lisa, je ne suis pas la première femme à changer de modèle. La voix enregistrée de Brooke continua. Reed a rempli sa mission. Il m'a apporté sécurité financière et respectabilité, mais Tyler me donne un sentiment de vie que Reed n'aurait jamais pu atteindre. Les enfants comprendront quand ils seront plus grands. Le juge Foster regarda Cameron, puis Megan, puis Reed. Monsieur Thornfield, que demandez-vous à ce tribunal? La voix de Reed était ferme, mais elle avait quelque chose de définitif. Je demande la garde exclusive des 2 enfants, une ordonnance restrictive interdisant à Madame Thornfield tout contact avec eux et des poursuites pénales pour vol, fraude et parjure. Vous ne pouvez pas prendre mes enfants, hurla Brooke, finissant par craquer. Ce sont mes enfants, s'est levé Cameron dans la galerie, sa voix jeune et claire dans la salle d'audience. Non, tu n'es plus notre mère. Les mères ne cherchent pas à faire du mal à leurs enfants, papa. Les mères ne mentent pas aux juges. Tu es juste Brooke. Reed ressentait alors simultanément son chagrin et ses émotions. Son fils venait de rompre le dernier lien affectif avec la femme qui lui avait donné naissance, et il l'avait fait avec la clarté morale que les adultes cherchent à atteindre toute leur vie. Ainsi ordonné, dit la juge Foster, la voix lourde de tristesse. Madame Thornfield, il vous est par la présente interdit tout contact avec les enfants mineurs. Monsieur Thornfield, la garde exclusive vous est accordée. Balef, veuillez escorter Madame Thornfield en détention provisoire dans l'attente des poursuites pénales. Tandis que Brooke était emmenée menottée, elle se tourna pour regarder ses enfants une dernière fois. Megan soutint son regard sans broncher, mais Cameron s'était déjà détourné. La vengeance de Reed était complète, mais la victoire avait un goût de cendre dans sa bouche. Chapitre 9. Le prix de la justice. 6 mois plus tard, Reed se tenait dans son jardin, regardant Cameron et Megan jouer au ballon sous le soleil de fin d'après-midi. Tyler avait été condamné à 2 ans de prison pour fraude et violation d'ordonnances restrictives. Brooke avait reçu 5 ans de prison. Des années de prison pour vol, fraude et complot. La fondation caritative avait été entièrement restaurée et prospérait sous une nouvelle direction. Reed avait gagné sans partage. Mais cette victoire avait un prix qu'il n'avait pas anticipé. Cameron, aujourd'hui âgé de 13 ans, suivait une thérapie pour surmonter le traumatisme de la destruction de sa vision du monde. C'était un garçon sage, résilient et aimant, mais il avait développé une lassitude envers les femmes qui inquiétaient Reed. Le garçon qui avait autrefois fait confiance facilement remettait désormais tout en question. Megan, à 15 ans, avait hérité de toute l'intelligence de Reed, mais aucune de sa capacité à pardonner. Elle était devenue calculatrice d'une manière qui impressionnait et terrifiait son père. Lorsque son amie Jessica avait trahi une confidence à l'école, Megan avait systématiquement détruit sa vie sociale avec une précision chirurgicale. Interrogée, Megan avait simplement dit « Les traîtres paient, papa. Vous m'avez appris. » Le besoin pathologique de contrôle. Reed a regardé sa fille jeter le ballon à son frère avec une précision mécanique. Elle se protège de la seule façon dont elle sait comment. Elle devient vous, Reed. La version impitoyable de vous. Est-ce que vous voulez pour elle? Nuit, Reed a appelé les 2 enfants dans son étude. Quelque chose d'important. Il a commencé. Que s'est-il passé avec ta mère? Ce que j'ai fait, c'était nécessaire, mais ce n'était pas bien. Megan fronça les sourcils. Papa, elle nous a trahis. Elle a obtenu ce qu'elle méritait. Est-ce qu'elle? Demanda Reed. Megan, ta mère avait tort. Ce qu'elle a fait était impardonnable. Mais la façon dont je l'ai gérée, la façon dont je vous ai transformé les 2 en armes contre elle, c'était mal aussi. Cameron avait l'air confus. Mais papa, tu nous protégeons. Je vous ai protégé, oui, mais je vous ai aussi utilisé. Et je vous ai transformé en gens qui considèrent le monde comme divisé en 2 groupes.
ceux qui sont fidèles et ceux qui sont ennemis. Ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne vraiment. Reed a regardé ses enfants, brillants, endommagés, endurcis au-delà de leurs années, et a pris une décision qui allait à l'encontre de chaque instinct qu'il avait développé depuis l'enfance. Je ne vous demande pas de pardonner à ta mère. Je ne vous demande pas d'oublier ce qu'elle a fait. Mais je vous demande de choisir d'être meilleur que moi. Pour trouver de la place dans vos cœurs pour les deuxièmes chances, pour la miséricorde, pour la possibilité que les gens puissent changer. L'expression de Meghan était sceptique. Papa, tu as toujours dit, j'avais tort, interrompit Reed. À propos de beaucoup de choses. La loyauté est importante, mais le pardon aussi. La force est importante, mais la vulnérabilité aussi. Je vous ai appris à être des guerriers, mais j'ai oublié de vous apprendre à être humain. Il a sorti 2 lettres, une adressée à chaque enfant. Ce sont de ta mère. Elle vous a écrit de prison. Je les ai interceptés. La trahison dans les yeux de ces enfants a été immédiate et complète. Vous avez gardé ces lettres de nous. Cameron chuchota. Reed hocha la tête, sentant le poids de sa propre hypocrisie. Je me suis dit que je te protégeais. Mais vraiment, je me protégeais. J'avais peur que si vous entendiez parler d'elle, vous pourriez lui pardonner, et je ne pouvais pas supporter l'idée de partager votre loyauté. Meghan s'est levée brusquement. Alors, tu es juste comme elle. Vous nous avez manipulés aussi? Oui, dit Reed simplement. Je l'ai fait, et je suis désolé. Le silence s'étendait entre eux, lourd de confiance brisée et de réalisations douloureuses. Enfin, Cameron a parlé. Que disent les lettres? Je ne sais pas, a admis Reed. Je ne les ai jamais ouverts. J'avais trop peur de ce qu'ils pourraient contenir. Meghan a ramassé sa lettre, regardant l'écriture familière sur l'enveloppe. Elle pourrait mentir à nouveau. Elle pourrait être, Reed est d'accord. Mais ne mérite-t-elle pas la chance d'essayer? Ne méritez-vous pas la possibilité de décider pour vous-même? Cameron a attrapé sa lettre, alors je n'ai pas regardé la question qui ne semble pas plus âgée. Je vais essayer de me pardonner pour ce que je me suis tous transformé. Été. 6 ans plus tard, Reed a reçu une annonce de remise des diplômes. De la Stanford Law School. En bas, elle avait écrit une note. Papa, j'ai choisi d'être procureur, pas un prédateur. Merci de m'avoir appris la différence. PS Cameron et moi visitons maman tous les Noëls. Elle est différente maintenant. Nous aussi. Amour, Meghan. Reed a souri et a ajouté l'annonce à son tiroir de bureau à côté de 17 lettres non ouvertes de son ex-femme. Certaines trahisons, ont-ils réalisé, ont pris une vie pour pardonner, mais c'était peut-être bien aussi. En fin de compte, Reed Thornfield a appris que la vengeance la plus brutale de tous était de choisir de guérir au lieu de blesser, de construire au lieu de détruire et d'enseigner à ses enfants que leur plus grande force ne résidait pas dans leur capacité à faire payer les autres pour leur trahison, mais dans leur capacité à s'élever au-dessus d'eux. Il n'a jamais oublié. Il n'a jamais complètement pardonné. Mais il a appris à choisir l'amour plutôt que la vengeance, un jour difficile à la fois. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.